Merci Frédéric, et je pense que vous auriez été extrêmement à même de faire cette conférence vous-même, parce que ce sont des sujets que vous avez beaucoup travaillé quand vous étiez étudiant, je m'en souviens, et que vous maîtrisez parfaitement. Alors je me suis posé la question de savoir évidemment comment faire cette présentation sans marcher trop non plus sur ce que les autres intervenants de ce matin vont dire. Et je me suis donc proposé de vous faire une présentation, alors courte, je ne sais pas, vous m'arrêterez, à partir de deux auteurs qui ont pensé l'histoire de la Méditerranée, me plaçant, si vous voulez, en perspective derrière des sommités en la matière. Je vais essayer de vous présenter très rapidement leur propre cheminement sur cette question. Ce sont des auteurs très connus chez les historiens, et pas seulement au-delà. Ce sont des penseurs majeurs dans l'histoire française du XXe siècle. Fernand Braudel, le plus âgé des deux, qui a longuement travaillé sur la Méditerranée, d'abord dans son ouvrage majeur sur celle-ci au temps de Philippe II d'Espagne, qui est un livre qui a un certain nombre d'années maintenant, mais qui est constamment réédité, et qui a eu aussi, qui a fait une tentative en 1963 d'un manuel d'histoire qui défendait à cette époque-là le fait que les enfants devaient apprendre à l'occasion d'une réflexion des programmes d'histoire, parce qu'il y a tout le temps des réflexions de programmes d'histoire, les civilisations du monde, et il a fait donc un manuel, et ce manuel n'a pas été utilisé, et c'est devenu donc le deuxième livre que je vais utiliser moi-même, Grammaire des civilisations 1963. Donc c'est vraiment un ouvrage très pratique, il est très lumineux, il peut servir à autre chose qu'à la Méditerranée, c'est vraiment du grand œuvre, synthétique. Et alors maintenant, Mohamed Harkoun, est-ce que je pense que vous le connaissez, en tout cas il vient de mourir, donc ça sera aussi peut-être un hommage à ce très grand penseur dont on ne mesure pas encore complètement l'influence et la postérité. Surtout, moi je pense qu'elle sera grande, car c'est un homme qui a passionnément cherché à comprendre la culture et les cultures dont il était issu, qui est un passeur formidable, et un humaniste hors pair. Il était professeur donc d'histoire et de civilisation musulmane à Paris. Et il a écrit beaucoup de choses, bien sûr. Je me suis appuyée sur un article très très dense, très riche, même parfois un peu trop riche, qui s'appelle Penser l'espace méditerranéen aujourd'hui, dans la revue Diogène, qui est aussi une revue de réflexion très qualifiée. Voilà. Alors, Fernand Braudel a écrit dans la Méditerranée que toute civilisation se définissait par ses dons, par ses emprunts et par ses refus. Voilà ce qu'il écrivait. Vivre pour une civilisation, c'est être capable de donner, de recevoir et d'emprunter. Mais on reconnaît non moins une grande civilisation à ce qu'elle refuse parfois d'emprunter, à ce qu'elle s'oppose avec véhémence à certains alignements, à ce qu'elle fait un choix sélectif parmi ce que les échangeurs lui proposent et souvent lui imposeraient s'il y avait des vigilances ou plus simplement des incompatibilités d'humeur et d'appétit. Alors, ça ne s'explique pas vraiment ce que serait ce mot de civilisation, mais en tout cas, ce que ça n'est pas, on l'entrevoit à travers cette phrase. Donc, qu'entend-il au juste par ce mot de civilisation ? Il me semble qu'il l'organise autour de 3-4 notions clés. Donc, l'assemblage spécifique de traits culturels qui constituent une ou des civilisations. L'espace, qui est très important dans la pensée de Braudel. La longue durée. Donc, on sent bien l'historien, pour qui, à moins de quelques siècles, c'est pas intéressant. Il faut que ça plonge loin dans le temps. Et les sociétés auxquelles elles donnent un visage, qui peuvent être multiples. Donc c'est une ère, en fait, une ère large et de longue durée. Voilà, donc bien sûr, Fernand Braudel va prendre en compte la question religieuse, le facteur religieux dans sa manière de concevoir la civilisation, mais je dois dire que c'est pas, et j'insiste dessus, ça n'est pas sa première, évidemment, sa première
son premier facteur, et il préfère une définition, j'allais dire plutôt économique, sociétale, comme par exemple l'organisation d'un type de société, qui va s'articuler à une géographie, à la place centrale d'un élément particulier. Là, en Méditerranée, ça va être la mer, bien sûr, et qui permet, plus que n'importe où sur la Terre, de construire des échanges dont l'ancienneté remonte à la nuit des temps. Donc, vous comprenez qu'en partant par Braudel, la Méditerranée est une civilisation. Après, évidemment, selon l'angle par lequel nous allons l'attraper, peut-être que cette description peut être relativisée. Mais en tous les cas, il a construit un modèle de description qui est aujourd'hui repris par des historiens, notamment des historiens chinois. Voilà, des historiens chinois comme Bin Wang, ou des historiens de l'océan Indien, comme Chaudhuri, des historiens de l'Asie du Sud-Est, pour expliquer le fonctionnement de leur propre mer, qui n'est pas vraiment une mer intérieure, mais en tous les cas de leur propre espace maritime qui construirait donc une ère civilisationnelle. Alors quant à Braudel, il insiste tout d'abord sur l'extraordinaire, paradoxe de l'espace géographique méditerranéen, qui est à la fois et intrinsèquement parcouru d'unité et de division. Voilà, donc c'est un milieu géographique qui va fonder son unité sur cette mer intérieure et sur la diversité aussi et la complémentarité, mais la très grande diversité de ses ressources géographiques autour de ses rives, entre plaines, collines, montagnes, donc une espèce d'hétérogénéité physique qui est en même temps contrebalancée par une unité, on va dire, climatique, ou géophysique, avec une mer au milieu. Alors cette mer au milieu, effectivement, ça procure le sentiment d'un milieu géographique qui est complètement complet. Et il est d'autant plus complet que entre la terre, les rives et la mer, on se retrouve dans un système d'échange économique qui est à la fois sédentaire mais aussi mobile, donc sédentaire agraire mais aussi mobile, avec obligatoirement des villes, espaces où les échanges peuvent se faire. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de combinatoire géographique, je ne dis pas absolument parfaite, mais en tous les cas très harmonieuse pour le développement de l'économie humaine. En même temps, l'existence de ce milieu géographique assez particulier et extraordinaire va faire que l'économie est effectivement basée sur l'échange. La mer va favoriser d'une manière incroyable ces échanges et transmission, mais d'un autre côté, c'est toujours un peu, c'est comme Janus, si vous voulez, la Méditerranée. C'est comme Janus, c'est-à-dire que l'échange, la facilité d'échange avec des espaces qui, par ailleurs, peuvent être des espaces conservatoires et difficiles, des espaces montagneux, des espaces pauvres, ou au contraire, ailleurs, des espaces très riches. Donc, cette mer est aussi un facteur de transmission et d'échange, mais c'est aussi un moyen facile de partir conquérir des espaces différents. Donc on a en même temps un va-et-vient dans la géographie de la Méditerranée qui va faire alterner ensemble ou de manière séparée, soit l'échange, soit la conquête, soit les deux ensemble. Et quand les deux ensemble sont réunis, on peut atteindre une unité géographique impériale. Ensuite, vous avez chez Braudel, mais il insiste moins sur cet aspect-là, donc une situation culturelle plutôt, marquée par une référence rituelle à une unité passée, et lui va insister sur le moment romain de cette unité, et par la coexistence donc de civilisations concurrentes, elles-mêmes solidement inscrites, et il en avait oublié une dans sa première édition, absente de sa première édition, qui a été réintroduite dans la seconde, un peu comme une exception qui va confirmer sa propre règle, en parlant du judaïsme. Et c'est très intéressant aussi de voir que Mohamed Harkoun a une position, j'allais dire pas annexe du tout, mais où le judaïsme va prendre une place un peu à part dans sa description. Est-ce que on
peut changer de... Voilà, donc cette position finalement géographique de Carrefour, elle fonde son unité aussi sur une histoire plurimillénaire, Carrefour entre trois continents qui l'abordent, en attendant la découverte d'un quatrième par les Méditerranéens eux-mêmes. Et c'est une position, d'après Braudel, qui lui a permis de vivre à son rythme, tout en enregistrant finalement les rythmes du reste du monde. Mais la position Carrefour, c'est aussi une position frontière. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est dans le Carrefour, eh bien, la mer est une frontière entre les différents espaces géographiques extérieurs à la Méditerranée. C'est vraiment pour ça que c'est une région qui est très riche de ce point de vue, c'est-à-dire que la civilisation du Proche-Orient, c'est pas du tout la même que la civilisation celte à la même époque à l'autre bout de la Méditerranée, etc. Donc, si vous voulez, le Carrefour, c'est aussi une frontière. Et la frontière de la mer, elle est énorme. Hein, elle est énorme. Donc, on circule dessus, mais elle peut être un barrage infranchissable à partir du moment où, finalement, j'allais dire, un monde extérieur commence à prendre à prédominance sur un autre. Donc vous avez des fluctuations de monde qui se passent en Méditerranée, des fluctuations, des affrontements, donc qui peuvent être aussi extrêmement violents. Donc c'est pour ça que du coup, le cadre politique de cet espace, il est en même temps. Hein, je voudrais insister sur cette constante en fait historique. Il est en même temps un espace qui peut être, je ne dis pas facilement, mais en tous les cas naturellement hégémonique. Hein, ça c'est un. Mais en même temps, c'est une hégémonie qui est toujours concurrentielle. Donc si vous voulez, s'il y a un empire à un moment donné, il va y en avoir un autre qui viendra d'ailleurs à une autre époque. Mais si on fait bien le compte, on a une unité vraiment hégémonique et impériale de manière exclusive que pendant l'époque romaine. Vous me direz, elle est très 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 longue. Hein, et après, dans le détail, il y a quand même deux mondes dans l'Empire romain qui sont assez nettement séparables. Mais à part ça, nous avons plutôt des phénomènes d'hégémonie tronquée, ou j'allais dire de concurrence exacerbée, et jamais il n'a été vraiment possible de réussir à unifier tout cet espace dans un cadre politique complètement cohérent. Alors, le cadre religieux, la variable religieuse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans la pensée de Braudel, parce que c'est une variable pour lui. C'est une variable qui, effectivement, s'empare de l'espace méditerranéen, mais la manière dont il la présente, enfin, ce que j'en ai compris, c'est que finalement, la variable religieuse, et notamment monothéiste, qui est très importante, elle s'installe sur des civilisations qui sont préexistantes pour lui. Et en fait, elle navigue sur ces civilisations préexistantes qui sont présentes au bord de la Méditerranée, mais qui sont aussi extérieures à la Méditerranée. Voilà. Donc, par exemple, vu de la Méditerranée, l'islam s'impose effectivement au 7e siècle en occupant de l'Égypte au plateau iranien jusqu'à l'Espagne au 8e siècle l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Et cet ensemble avait vu naître et s'affirmer plusieurs millénaires avant notre ère les premières grandes civilisations agricoles de notre histoire. Bien. Donc cet ensemble progressivement unifié, dominé pendant un millénaire par la Grèce puis par Rome, reprend d'un coup son indépendance dans une Méditerranée appelée elle aussi à se diviser en trois. Voyez, donc la vision braudélienne, c'est pas exactement de dire christianisme, ça fait un bloc, ensuite islam, quasiment un bloc, et une religion chasse l'autre, tout en étant en quelque sorte en succession avec l'invention du monothéisme dans le premier judaïsme. Voilà, donc la Méditerranée, elle est divisée en fait pour lui religieusement, quasiment de tout temps, et elle se divise en tout cas en trois avec les deux chrétientés qui s'en partagent la rive nord très rapidement, l'islam qui domine la rive sud en s'emparant à l'ouest des pays du Maghreb et de l'Espagne, ce qui lui conduit à écrire chrétienté et islam,
je le cite, Grammaire des civilisations, page 73, ces religions nouvelles ont chaque fois saisi le corps de civilisation déjà en place. Chaque fois, elles en furent l'âme. Dès le départ, elles eurent l'avantage de prendre en charge un riche héritage, un passé, tout un présent, déjà un avenir. Comme le christianisme a hérité de l'Empire romain qu'il prolonge, l'islam se saisira à ses débuts du Proche-Orient, l'un des plus vieux, peut-être le plus vieux carrefour d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde. Donc, par l'héritage aussi, le christianisme va très vite déborder de la Méditerranée jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça n'est plus son berceau. Et également, par la conquête et l'héritage ensuite, l'islam va aussi sortir de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, la variable religieuse, elle fait partie du cadre civilisationnel méditerranéen, mais elle en est la source, mais en même temps, elle permet à cet espace de se diluer. Elle est comme une grande variable de tout le reste de ce paradoxe méditerranéen, et ce reste, c'est à la fois la synthèse et à la fois la dispersion, l'unité et la division. Alors, voilà, donc ça fait rien. Je vais passer le brassage. Je voulais juste un petit mot sur le brassage des populations, parce que quand on a discuté avec Frédéric tenait beaucoup à cette idée. Et je pense qu'elle est tout à fait vraie. Elle est tout à fait vraie. La Méditerranée, par l'échange, par les déplacements de population, par les conquêtes, par les guerres, par toutes les misères ou au contraire les grandeurs de l'histoire, est un espace où les gens ont beaucoup bougé, et depuis la plus haute antiquité. Je relisais pour mon plaisir, parce que j'étais vraiment très malade la semaine dernière, Hérodote, hein, en me disant finalement j'ai jamais eu le temps de lire Hérodote, donc j'ai lu la dernière version d'Hérodote par Jacques Lacarrière. Je me suis absolument, je vous conseille, c'est un conteur formidable, et qui racontait à un moment donné comment, face aux Perses qui arrivent sur les bords de l'Asie mineure, les Grecs qui sont dans les villes d'Asie mineure s'en vont, décident de fonder des colonies ailleurs, et on voit les Phocéens. Alors je me suis intéressée à eux parce qu'ils sont les fondateurs de la ville de Marseille. Les Phocéens partent s'installer en Corse. Donc nous sommes, s'installer en Corse, oui. Alors ça, je le savais pas. Vous voyez, j'avais pas fait. Je savais pas que les Phocéens avaient fait des colonies en Corse, mais ils se sont fait tirer l'oreille parce qu'ils voulaient pas y aller. Ils voulaient pas partir en fait. Donc en Corse, mais aussi en Étrurie aujourd'hui, enfin en Toscane. Bon, et ça se passe donc à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, donc bon, je pourrais vous faire remonter les déplacements, même des colons grecs, des colons phéniciens, enfin tout ça est très connu, qui sortent même des colonnes d'Hercule et qui vont, comment dire, sur les côtes marocaines ou portugaises, très très tôt, avant l'ère romaine, hein, très très tôt. Donc, les populations se brassent en Méditerranée. C'est un brassage qui n'a jamais cessé, c'est un brassage qui a été diffus tout le long de l'histoire, et sur tous les territoires concernés, très très large dans l'Empire romain, bon, peut-être plus tourmenté dans les périodes de conquête barbare, des brassages internes dans les empires, notamment l'Empire arabe, ensuite l'Empire ottoman, bien, et ce brassage a aussi contribué à façonner l'identité des villes méditerranéennes, mais je ne veux peut-être pas insister sur l'identité de ces villes parce que ça va aller, des villes méditerranéennes qui, moi j'aime bien cette idée, qui bien souvent, surtout quand elles sont des ports, sont des villes-mondes. C'est-à-dire que ce sont des villes qui accueillent non seulement tout leur hinterland, mais qui en plus de ça sont en vis-à-vis face au reste, et qui sont à la fois le lieu du plus grand nomadisme et le lieu de la plus grande sédentarité. Donc ça forme une articulation extrêmement riche, et elles ont, à travers l'histoire, bon, plusieurs villes en Méditerranée à travers l'histoire ont été des véritables villes-mondes. Je pense à Venise, à Constantinople, à Damas, à Alexandrie, enfin bon, à toutes ces villes que nous connaissons. Alors, j'insiste pour dire que, est-ce qu'il en reste aujourd'hui des villes de cette sorte?
Moi, je pense qu'il y en a une incontournable, c'est la ville de Marseille. Hein. Donc, on pourra discuter à loisir sur la qualité historique de cette ville qui a su préserver, euh, une originalité méditerranéenne que d'autres villes ont pu perdre à cause de l'histoire du 19e et du 20e siècle colonial et de la décolonisation. Donc, les brassages ont pu se faire dans le contexte d'empire, mais je dois dire que Braudel ne parle pas de ce phénomène, hein, ne le typologise pas, mais c'est un phénomène qui est étudié par ailleurs par de très grands historiens, et je pense notamment à Bartholomé Benassar sur le brassage mauresque, la guerre des courses en Méditerranée occidentale, etc. Voilà, donc que tirer de cette présentation de Braudel? J'espère qu'elle n'a pas été trop confuse pour vous, il vaut mieux retenir une définition complexe de la civilisation face à d'autres définitions qu'on n'a pas le temps de faire ici, mais pour essayer de rendre justice de la richesse de la Méditerranée et aussi peut-être de l'aspect un peu, pas confus, mais en tous les cas un peu complexe, oui, qu'elle peut proposer au regard. Donc c'est une grille complexe que celle de Braudel qui associe donc intimement unité et diversité, échange et affrontement, cohérence et recouvrement, permanence et évolution. En tous les cas, ça suffit à la protéger de toute tentation réductionniste. Et cette complexité fait qu'elle est assez difficile à être utilisée pour d'autres espaces. En même temps que, je vous le disais, des historiens contemporains asiatiques essaient de l'utiliser pour leur propre ère culturelle. Voilà, donc, je conclus là-dessus. La Méditerranée, c'est un espace conservatoire qui peut même être très conservatoire, et c'est un espace qui est en même temps traversé et traversable. Donc, un espace où il y a ce que Mohamed Harkoun appelle des marges résiduelles très importantes, hein, où on peut parler encore le chaldéen, c'est-à-dire la langue du Christ aujourd'hui dans des villages irakiens, et en même temps un espace d'ouverture incroyable, avec cet exemple des villes-mondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais un espace d'ouverture et d'échange et de transmission, notamment de transmission des savoirs et des techniques. Je suis confuse, je n'ai pas de montre, donc nous insistons. Voilà. Si jamais on n'a pas fini, ça n'est pas grave. On a toute la matinée pour discuter de tout ça. Alors, je voudrais vous parler maintenant de Mohamed Harkoun très rapidement et de la position de Mohamed Harkoun que j'appelle une position douloureuse. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent quand on le lit. Et il parle de la nécessité de remembrer la Méditerranée, ce qui est quand même un terme extraordinairement violent, je trouve. Et sous sa plume, à plusieurs reprises, notamment dans cet article que je vous ai cité, il utilise cette notion de remembrement. Donc, pour lui, la Méditerranée est un corps désarticulé aujourd'hui. Alors, évidemment, on part, si vous voulez, du constat inverse de celui qu'on voudrait faire ce matin, à savoir qu'il y a de par l'histoire, un espace méditerranéen tout à fait spécifique, ou qui pourrait être spécifique, mais on est loin du compte. Voilà, donc Mohamed Harkoun part, lui, du constat de cette Méditerranée démembrée, et il fait la comptabilité des divisions extrêmement profondes, pour lui, qui empêchent de parler d'une Méditerranée aujourd'hui, ou de la Méditerranée en général. Alors, factuel, là, c'est la partie la plus proprement historique, mais enfin, si on commence à faire l'histoire des deux rives de la Méditerranée, puisque lui insiste sur le fait qu'il y a une rivalité des rives, séparées, déchirées. Donc, il ne prend pas le parti lénifiant, ou lénifiant, ou en tous les cas, plein d'espoir de dire que cette séparation n'est finalement que virtuelle. Donc ce sont des rives travaillées par des contentieux, travaillées par des ressentiments, et pour lui la grande cassure, la grande cassure, c'est le fait islamique, c'est ainsi qu'il l'écrit, et la civilisation d'expression arabe qui ont substitué pour un temps entre le 7e et le 13e siècle, et ensuite par les Ottomans
entre le XVIe et le XVIIIe siècle une présence hégémonique à celle de la civilisation gréco-romaine, relayée par le christianisme, puis par l'Europe moderne. Et de toute façon, dit-il, tout ça maintenant est balayé par une marginalisation, j'insisterai dessus, très forte de cet espace, au profit d'autres espaces, j'allais dire, plus flottants, mais en tous les cas qui produisent, d'un point de vue géopolitique, des résultats, d'après lui, désastreux, donc d'une dérive occidentaliste de l'Europe. Voilà. Donc, pour Harkoun, le fait majeur, c'est la rupture dans cet espace par le fait islamique. Bon, j'allais dire, pour d'autres historiens, vous savez, pour les historiens européens, c'est la séparation des christianismes que cette rupture, que la grande rupture méditerranéenne, quand l'islam est toujours, je dis pas vu d'un point de vue annexe, mais j'allais dire comme une erreur de casting dans le développement de l'histoire méditerranéenne. Voilà, j'allais dire, pour d'autres historiens, c'est l'invasion barbare en général, germanique en Occident, turque dans l'Empire byzantin, qui explique la décadence de cet espace. Vous voyez, donc, on n'a pas des explications, j'allais dire, on n'a pas d'explication fixe sur qui a brisé l'unité, pourquoi l'unité a été brisée. On sait qu'il y a des interruptions, mais selon les histoires et selon les historiens, il n'y a pas des réponses, comment dire, toutes faites. Alors, ce que Mohamed Harkoun, lui, pointe du doigt, c'est que quand même, il y a une tradition, pour lui, d'irrédentisme très forte en Méditerranée. C'est-à-dire que la Méditerranée suscite j'allais dire un esprit de clocher exclusiviste, hein, donc un irrédentisme qui peut être de différentes sortes, confessionnel, nationaliste, identitariste, qui se serait particulièrement bien développé et aurait prospéré dans l'ère méditerranéenne à la mesure des mémoires collectives, à la fois très anciennes et toujours vivaces. Alors, il cite par exemple un village en Syrie qui s'appelle le village de Maloula, qui parle encore l'araméen, alors que l'araméen était déjà délaissé par les évangélistes qui ont préféré le grec pour transcrire le message du christianisme, et ainsi qui ont consacré une rupture sémantique et culturelle entre une tradition culturelle sémitique d'un côté avec l'hébreu, l'araméen, le syriaque, l'arabe, et puis une tradition occidentale avec le grec et le latin. Voilà, donc pour Mohamed Harkoun, il y a l'existence d'un irrédentisme fort et que la période contemporaine a considérablement aggravé avec finalement une dialectique, ce qu'il explique, une dialectique entre une dialectique sociale et politique entre les puissances d'un côté et les résidus à travers le monde. Et pour lui, dans l'espace méditerranéen, il y a beaucoup de résidus de l'histoire, des résidus qui sont la succession laissée par plusieurs empires, par plusieurs puissances, dont on a pu suivre la montée dans l'histoire depuis le Moyen-Âge. Et ces puissances hégémoniques laissent de côté, en quelque sorte, d'autres moments de culturation des sociétés, mais qui survivent néanmoins à l'état de reliquat. Hein. Je trouve que c'est plus joli que résidu, de reliquats très forts. Donc, à travers des hégémonies ethno-linguistiques ou culturelles, on a quand même des mouvements de surrection et de repli. Voilà. Et il insiste sur l'héritage des frustrations aussi, sur l'héritage des humiliations séculaires, des humiliations de langues, des cultures écrasées, des peuples fragmentés, dispersés, des persécutés, marginalisés pour leurs croyances et coutumes, non conformes aux orthodoxies religieuses. Donc, il insiste sur la dimension violente de l'histoire méditerranéenne et sur des tensions et les ruptures entre des élites qui sont dominantes, riches et comment dire, cultivées, et finalement des masses qui peuvent être reléguées, vouées au populisme aujourd'hui, et reléguées dans des zones vétustes. Donc des éclatements internes aussi dans chaque société qui viennent s'ajouter aux pressions
extérieur qui oppose le nord et le sud, avec des polarisations idéologiques dans tout le pourtour de la Méditerranée. Donc si vous voulez, tout ça n'est pas très brillant comme description, mais ce qu'il y a de pire pour lui, c'est finalement que les historiens eux-mêmes, l'histoire elle-même de cette région a produit ce qu'il appelle des mytho-histoires et des mytho-idéologies. Donc c'est les divisions que j'appellerais les divisions mentales, divisions historiques et contemporaines, et vraiment il est absolument pas impitoyable, mais il est extrêmement fin dans son analyse de l'héritage mythico-historique contemporain, avec la naissance aujourd'hui de ce qu'il appelle la polarisation fantasmatique de deux monstres idéologiques que seraient l'islam d'un côté et l'Occident de l'autre. Donc il n'y aurait pas de refonte possible de cet espace méditerranéen ou de redécouverte de cette civilisation méditerranéenne tant qu'on n'aura pas réussi à casser ce qui est proprement fantasmagorique pour lui, tant qu'on n'aura pas réussi à casser cette polarisation entre l'Orient d'abord et l'Occident ensuite, première polarisation on va dire de type historique, qui s'est transformée en hyper-polarisation avec l'islam face à l'Occident, et maintenant c'est djihad versus Macworld. Donc là, il fait tout un travail d'analyse, de décryptage de cette division mentale qui, pour lui, produit encore plus de fruits néfastes que les faits eux-mêmes et les divisions historiques dues à des événements concrets, de stratégies d'hégémonie économique, de colonisation, etc. Voilà, donc, dernier drame pour lui, c'est que la Méditerranée est un espace qui, en plus, est dénié par les siens, qui est oublié par les siens, notamment par les Européens de l'Ouest, qui estiment qu'ils sont maintenant occidentaux et qui sont en quelque sorte déracinés de leur source, d'autant que avec la sécularisation, cette source qui pourrait être communément l'interrogation religieuse, le rapport de l'homme au divin, ils s'y intéressent plus, les Européens. Ils sont ailleurs, ils sont à l'Ouest, ils sont avec l'Amérique. Ils dérivent. Vous voyez, c'est un peu la dérive du continent. Donc, une espèce de surimposition extérieure sur le pourtour méditerranéen, qui est faite de politiques de puissance et de stratégies économiques, qui fait qu'il y a des États riches, des États pauvres, des États démocratiques et des États dangereux, et que tout ça ne peut pas marcher ensemble. Donc la dérive occidentale de l'Europe d'un côté, et de l'autre, une autre dérive qui lui paraît aussi complètement tragique, et on est tous d'accord dessus, ce qu'il appelle la férule victimisante de l'islam populiste, qui finalement tire les populations du monde arabe méditerranéen vers une nostalgie passéiste, régressive, très régressive et comment dire, et complètement exclusiviste, hors finalement de la conscience commune de ce grand espace partagé. Est-ce qu'il y a Florence, c'est parti. Ah voilà. Donc très rapidement, je suis confus, j'ai parlé trop. La Méditerranée, selon Harkoun, est de deux types. Et de deux types de la manière dont je l'ai comprise. D'abord, c'est un espace qui reste inscrit dans le corps des gens qui y vivent. Voilà, j'essaie de résumer, qui est un espace physiquement vécu, un espace, mais pas simplement un espace géographique, un milieu de vie, bien sûr, mais aussi une manière de vivre, qui, d'après lui, est d'expérience pour ceux qui en viennent. Voilà. Et alors, bien sûr, on va parler du soleil, mais le soleil, oui, enfin, le climat en tous les cas, le rapport au ciel. Oui, le rapport au ciel est très important dans la manière qu'Harkoun a de voir le Méditerranéen. Donc le rapport au ciel dégagé qui élève l'âme, voilà ce qu'il écrit.
Donc la nourriture, la convivialité, la jouissance du climat, je viens de le dire, le rapport à la famille, et dans la famille les liens d'intimité qui sont extrêmement puissants et qui donc ont en contrepartie un rapport d'extériorité très fort avec ceux qui ne sont pas de la famille. Donc du coup aussi un rapport entre l'espace privé et l'espace public qui est très marqué, et qui est très marqué pas simplement dans les têtes, mais aussi géographiquement, dans la manière de construire, et notamment dans les villes. Donc il y a une relation j'allais dire, de distanciation entre l'intime privé et le public extérieur, la familiarité relationnelle aussi entre les gens, et le goût de la discussion conceptuelle. Alors je voudrais vous citer un passage que j'ai trouvé très beau d'un de ces textes. J'arrive. Alors, où je l'ai mis? Comme beaucoup le font volontiers. Il est kabyle. Hein. Mohamed Harkoun, j'ai oublié de vous dire qu'il est kabyle, qu'il a grandi dans sa langue maternelle orale, dans une culture de tradition orale, bon, je vais dire kabyle pour faire rapide, mais c'est pas le nom de sa langue. Il a ensuite été scolarisé en langue française, mais aussi en langue arabe. Bon, et ensuite, dans le cours de sa vie, il a appris l'anglais, et qu'il écrivait et lisait parfaitement. Donc c'est vraiment un homme absolument, de ce point de vue, c'est rare encore, et on souhaiterait que ça le soit de moins en moins, un homme qui concilie tous ses héritages. Alors voici ce qu'il dit. Comme beaucoup le font volontiers, je n'ai jamais opposé une rive à l'autre, ni en termes politiques, encore moins du point de vue religieux et culturel. J'ai grandi en Kabylie, où jeune collégien, il m'est arrivé de lire des auteurs latins sous un olivier, un figuier ou un chêne, sous ce ciel d'un bleu pur qui procure à tous un sentiment d'élévation et d'oubli de soi. Les émois esthétiques que j'ai gardés de ces moments m'ont ressaisi à l'identique, à Mykonos, Rhodes, à Xylocastrone en Crète, à Tipassa, Bougie, Tabarka, Alexandrie, Ceuta, Antalya et bien d'autres lieux hauts de la Méditerranée. La sensibilité au climat, à la flore, aux senteurs, aux couleurs, à la musique, aux danses, à la gestuelle et au langage des corps, aux réunions en plein air, à la douce clarté des nuits d'été, à l'architecture, à l'agencement des champs, à la communication spontanée, précèdent toujours chez moi et apaisent les conflits, par ailleurs courants au nom d'une appartenance religieuse, raciale, nationale, villageoise ou simplement familiale. Alors ça, j'allais dire, c'est le côté, voilà, c'était le côté entre guillemets facile, engageant de la Méditerranée d'Harkoun. Alors, il a évidemment un autre versant qui est beaucoup plus intellectualisé et qui est là aussi très, très méthodiquement présenté, où il explique que la Méditerranée, c'est la matrice des questionnements humains, et que si on oublie et qu'on abandonne cette connaissance, eh bien, l'humanité, pas simplement les Méditerranéens, mais l'humanité aussi, y perdra une grande partie de son originalité. Donc, la Méditerranée, matrice des questionnements humains, il demande de cesser de méconnaître et de mépriser l'héritage, et il propose de déconstruire et refonder l'héritage, refaire l'histoire de la Méditerranée et faire une histoire commune à tous les enfants de la Méditerranée. Donc, il insiste beaucoup sur les manuels d'histoire, il insiste beaucoup sur l'enseignement du fait religieux, commun aussi, pour remembrer cet espace. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout économiste dans sa présentation, loin de là. Hein, c'est vraiment un intellectuel au sens le plus noble du terme. Il veut donc déconstruire, refonder l'héritage, en se méfiant toujours de ce qu'on peut énoncer comme sens au moment où on est en train de l'énoncer. Donc, il appelle sa méthode l'épistémologie programmative. Et c'est très intéressant comme manière de travailler. Donc, il voudrait qu'on réussisse à dégager l'existence d'un grand récit de fondation commune qui est pour lui monothéiste et ensuite philosophique. Et il est absolument certain qu'il y a un socle pour lui. Harkoun est certain qu'il y a un socle sémantique profond de l'imaginaire commun à toutes les cultures méditerranéennes, enraciné dans les trois théologies monothéistes médiévales. Donc un grand récit de fondation de l'humanité, un sens du monde, un sens de l'homme,
dans l'expérience du divin révélé et salvateur. Et il considère que loin d'avoir aboli ce récit, la raison moderne a continué de manière nouvelle, avec, si vous voulez, une pratique sémiotique un peu différente. Il a fait changer l'outillage méthodologique, mais qu'elle a continué finalement cette confiance antique, notre modernité, cette confiance antique dans finalement l'imaginaire. Avant c'était celui du salut éternel et là maintenant plutôt un imaginaire du progrès scientifique, de l'amélioration des conditions de vie. Voilà. Donc tout ça fait que il est possible de manière linéaire d'avoir un discours commun de fondation. Ensuite, il insiste énormément sur l'idée que l'islam doit être libéré de plusieurs fardeaux, ne doit plus être le bouc émissaire de plusieurs idées. Par exemple, celle que il aurait tué l'héritage gréco-romain. Donc il fait table rase de cette idée en expliquant, mais pas que lui, bien sûr, que le christianisme aurait seul séparé le politique du religieux, et il insiste beaucoup sur la tradition politique de l'islam classique, qui peut être à la fois platonicienne avec Farabi, ou qui peut être aristotélicienne avec Ibn Khaldoun. Donc il est vraiment, de ce point de vue, c'est un grand maître. Est-ce que vous pouvez encore... Voilà. Et il propose de qualifier la tradition méditerranéenne, qui serait une tradition intellectuelle. Raison, foi, bien, mal, vrai, faux, divin, humain, cité sainte, cité terrestre, éternité, finitude, croyance, incroyance. Voilà quel serait le cœur de la tradition intellectuelle méditerranéenne. Et dans le cœur de cette tradition, une tradition politique et un imaginaire politique extrêmement fort qu'il place, qu'il focalise sur la responsabilité morale du prince, en contrat avec le peuple, la légitimité du droit, l'énonciation du droit, la recherche de la solution par le droit et le sentiment du bien commun. Voilà. Donc je conclus là-dessus en disant que finalement la proposition d'Arkoun, c'est non pas de dire qu'il n'y a pas de problème, il ne voit que des problèmes finalement, mais au-delà des problèmes, il est capable de faire cette synthèse-là et de demander à ce que les Méditerranéens acceptent leur identité compilée et leur identité large, au lieu de finalement se laisser aller aussi à l'autre versant de leur face de Janus, qui serait l'exclusivisme et le communautarisme localisé, en plus de ça, pris dans la tourmente de la mondialisation, attiré et happé par des phénomènes géopolitiques et économiques extérieurs. Voilà, je vous remercie.